Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la première vice-présidente du conseil départemental des Vosges, vice-présidente également de la communauté d'agglomération de Saint-Dié et conseillère municipale de cette même ville de Saint-Dié, Caroline Privat-Mattioni. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Élue de droite, revendiquée depuis toujours. On a eu un congrès des jeunes républicains organisé d'ailleurs par une Vosgienne, par Manon Deliot, le week-end dernier, avec en filigrane cette tentative, en tous les cas, des deux candidats d'essayer de convaincre, à savoir Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, pour prendre ce parti-là. Est-ce que votre choix est déterminé d'ores et déjà, Caroline? Non, pas encore. Non, mon choix n'est pas fait. Bon, j'ai jusqu'au mois de mai. Je pense que c'est deux personnes qui pourraient tout à fait exercer cette présidence-là. Après, je pense qu'il y a quand même une différence. Il ne faut pas confondre présidence des Républicains et candidat à la présidence de la République. Une personne, elle avait fait vraiment très bien, c'est Christian Jacob. Christian Jacob était resté président des LR et il avait vraiment fait un super job. Et pour autant, il n'était pas candidat à la présidence de la République. Donc pour vous, ce n'est pas un tremplin naturel? C'est pas forcé? Non, pas forcément. Donc votre choix ne sera pas du tout en fonction de ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir l'un ou l'autre en se disant, tiens, peut-être qu'il sera candidat à la présidentielle. Après, dans les deux candidats que nous avons là, on sait pertinemment que les deux en ont envie. On en a envie. Ça, c'est sûr. Donc c'est pas tout à fait la même chose et il faudra évidemment y penser. Alors c'est une famille un peu en danger. Comment vous situez aujourd'hui les LR, qui vont changer de nom, d'ailleurs ça les deux candidats l'ont dit. Il y a besoin de passer à autre chose là? Oui, je pense qu'il y a besoin de passer à autre chose. Maintenant, il n'y a pas que le nom qui va faire que. Ça fait plusieurs fois qu'on change de nom quand même. Donc il arrive à un moment donné... RPR, UMP, les Républicains, voilà. Ouais. Il arrive à un moment donné, il faut travailler sur le fond et vraiment se remotiver, remobiliser les troupes et puis avoir un vrai travail de fond. Je pense qu'actuellement, on a des ministres, LR, qui sont au gouvernement et qui montrent qu'ils sont tout à fait capables de mener un gouvernement sans trop de problème. Alors, sans passer trop de temps dessus, mais Annie Genevard, à l'agriculture, vous appréciez son travail? Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Elle est très proche des agriculteurs. D'ailleurs, quand on en parle dans les Vosges, c'est un nom qui passe bien et avec qui elle se débrouille vraiment plutôt bien. Et pourtant, au départ, c'est pas obligatoirement elle à qui j'aurais pensé. Mais non, je pense quel qu'il soit, oui, c'est plutôt pas mal. Alors, un des grands sujets chez les Républicains, c'était cette frontière avec l'extrême droite. Éric Ciotti est parti pour justement faire sauter cette frontière-là. Pour vous, elle existe encore. On va parler de Marine Le Pen dans un instant, évidemment, puisqu'on est en ce lundi 31 mars, qui a été quand même marqué par un gros événement médiatique. Pour vous, la frontière doit rester telle qu'elle? Ah, il y a une frontière, oui, tout à fait, entre les deux. Il n'y a pas du tout les mêmes valeurs de départ. Alors, je ne cacherai pas, il y a des choses qui sont similaires, il ne faut pas non plus... mais il y a une vraie différence entre les Républicains et le Rassemblement national. Elle doit demeurer, cette différence? Elle existe. Donc, c'est pas qu'elle doit demeurer, c'est qu'elle existe. Donc oui, obligatoirement. Alors l'actu du jour, on enregistre nous à 14h, on va vous confier quelques secrets de tout cela. On vient d'apprendre donc effectivement Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, avec une peine d'éligibilité immédiatement exécutoire, c'est-à-dire que pour 5 ans, donc ça veut dire que logiquement, compte tenu des délais d'appel, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter pour l'élection présidentielle. Réaction tout simplement, comment vous voyez les choses? Je ne sais pas si je suis amène à réagir à une décision de justice telle que celle-là. Elle a été jugée, dont acte. Après, ce n'est pas ce qui va empêcher le Rassemblement national de présenter quelqu'un, j'imagine, à la présidence de la République. J'ai rien à dire sur le sujet-là. Allez, on parle des Vosges, puisque vous êtes là surtout pour cela. Vous êtes première vice-présidente donc, du conseil départemental, en charge notamment de la jeunesse. On parle beaucoup de la jeunesse en ce moment au sein du conseil départemental et dans les Vosges en général. Enjeu majeur pour un département qui se dépeuple. Globalement, quelle stratégie pour parler à la jeunesse et essayer de faire en sorte qu'elle s'installe ou qu'elle ne parte pas? Oui, alors c'est vrai que depuis ce mandat-ci, nous avions décidé dans notre plan Vosges Ambition 2027 d'avoir 3 axes prioritaires, dont la jeunesse. Alors pourquoi? C'est pour faire contre-pied, ce que vous avez dit, à la démographie qui est nationale et en particulier vosgienne. Et il fallait absolument que l'on trouve des moyens pour faire une politique jeunesse. Pour ça, comme pour beaucoup de politiques de toute façon, une politique jeunesse, on ne peut pas la faire pour eux, il faut la faire avec eux. Donc nous avons fait plutôt le tour des Vosges et écouté déjà ce qu'ils avaient besoin, quelles étaient leurs difficultés. Et à partir de là,
nous avons fait ces plans d'action. Donc c'est une co-construction, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on... Ouais, c'est plus qu'une co-construction, on les implique. On les implique réellement, c'est-à-dire que quand on a des dispositifs tels que S'implique par exemple, dans le jury, il y a des jeunes. Et là, ça a toute son importance, hein, parce que c'est pour eux. Donc c'est eux qui peuvent juger aussi, savoir si il faut qu'on aide telle manifestation ou telle autre. Alors est-ce que vous avez été surpris de ce que vous avez entendu par cette jeunesse et quels sont les 2 ou 3 points clés qu'il faut mettre en avant aujourd'hui pour éviter de les perdre ? Alors, surprise, oui, parce qu'il y a des réactions assez surprenantes. Si vous demandez, il y avait vraiment des jeunes de tout horizon, hein, quel que soit, alors jusque 30 ans, mais de tout horizon. Et si vous demandez à ces jeunes qui est vosgien et qui ne l'est pas, donc ils se mettaient d'un côté, ils se mettaient de l'autre, et puis juste après, vous leur demandez qui est fier d'être vosgien et qui ne l'est pas. Et en fait, les personnes qui sont nées dans les Vosges, les Vosgiens de pure souche, comme on dit, étaient moins fiers de leur territoire que les personnes qui venaient de l'extérieur. Mmh. Donc ça démontre quand même qu'ils n'ont pas cette appartenance et qu'ils connaissent pas obligatoirement, qu'ils vont pas obligatoirement chercher les informations que l'on peut donner. Quand vous arrivez sur un territoire, vous allez chercher les informations, vous vous renseignez et vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses. Et là, on voit bien qu'il y a ce petit côté un peu, voilà, il faut encore amener plus proche de tout ça. Donc la vosgitude n'est pas innée, si on vous écoute bien, elle s'apprend et elle se domestique. Alors, une conséquence directe, évidemment, c'est la démographie scolaire, cette fois, qui est en baisse constante. On perd 600 élèves peu ou prou chaque année, oui. Avec quelques fermetures de collèges en 2017, on s'en souvient, ça avait été marquant. Aujourd'hui, vous qui avez en charge aussi les collèges, qu'en est-il ? On va encore perdre des effectifs. Est-ce que, forcément, certains collèges sont en danger ? Alors oui, on perd des effectifs, on va perdre une centaine de collégiens à peu près cette année, c'est 600 élèves. 600 global, premier et deuxième global, degré bien sûr. Oui. Donc ce qui est quand même assez énorme, et puis on se rend compte aussi qu'on perd des collégiens qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire qu'entre les stats d'une année sur l'autre, ce qui est prévu et la réalité, on en perd. C'est pas pour autant qu'on va fermer des collèges. C'est juste pas possible. Déjà, vous avez la démographie, c'est un fait, mais on ne peut pas demander à un collégien de faire 2 heures de route le matin pour aller à son collège. Donc non, pour l'instant, il n'y a aucune... Donc il n'y a pas de planification en disant, bon, dans 3 ans, tel ou tel collège, etc. Non. Sachant qu'on a aussi fermé le Val d'Ajol pour d'autres raisons. Hein, pour d'autres raisons. Techniques, évidemment. Sachant aussi qu'il y a eu de lourds investissements du côté de Vanier et de Thaon. Oui. Il y a quand même ces 2 aspects-là, on en ferme certains, mais on met aussi le paquet, entre guillemets, sur les collèges qui restent. Et puis, on continue à mettre le paquet, que ce soit au niveau accessibilité, ils seront tous accessibles en 2027, au niveau énergétique, et c'est ce qui nous a permis de garder à peu près la même facture énergie parce qu'on avait déjà beaucoup investi dans tout ce qui est isolation. Donc on continue tout ce travail-là. Et là, on s'en est bien rendu compte si on fait la comparaison avec les cités scolaires, hein, qu'on ne gère pas. Et puis on met le paquet aussi, et encore une fois, sur la restauration scolaire. Parce que ça, c'est vraiment aussi quelque chose pour les Vosgiens qui sont importants. On a une restauration scolaire qui fonctionne très très bien. On a des chefs cuisiniers dans tous les établissements. C'est eux qui font à manger et ils font très bien à manger, je vous assure. La plateforme agri-locale, elle en est où ? La plateforme agri-locale qui est toujours en cours. Et puis il faut qu'on renforce, peut-être qu'on s'adapte à d'autres façons de faire pour être local. On sait que c'est le dernier kilomètre qui est toujours le plus difficile, mais on y arrivera. Non, on a des super chefs cuisiniers, quoi. C'est important. Alors plus généralement, on va parler de l'emploi également. Le CD est un gros employeur, hein, quasiment 2000 salariés. Il y a eu un forum pour l'emploi, on va voir quelques images il y a quelques jours. Là encore, hein, pour l'attractivité, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que c'est indispensable de faire savoir aussi qu'on a de vraies pépites sur le territoire. Alors, le département est employeur lui-même, mais il doit aussi faire savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises derrière. En fait, ça faisait partie vraiment du manque d'information des Vosgiens qu'on avait rencontrés, le manque de connaissances de tous les métiers qui se faisaient et qui se faisaient pas très loin de chez eux. Ils connaissent les métiers des parents, des oncles, des tantes, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et en fait, lorsque vous avez une entreprise, dans cette entreprise-là, vous prenez une entreprise du BTP, ils ne font pas que du béton, ils peuvent aussi, vous avez besoin d'un comptable, vous avez besoin de tout ça. Et ça, c'était vraiment important de leur montrer. Le conseil départemental est aussi un exemple type de ce panel des métiers très différents
puisque vous avez des assistantes sociales, vous avez des directeurs financiers, vous avez plein de métiers différents. Et c'est le conseil départemental, c'est une collectivité aussi dans laquelle vous pouvez évoluer. Vous pouvez commencer assistante sociale et finir directrice de la culture et du sport, par exemple. Donc il y a besoin de le faire savoir. Le département, il faut être clair aussi, a besoin de faire des économies. On sait qu'avec la CAE et le département sont donc les deux collectivités qui sont amenées à faire un effort conséquent. C'est plusieurs millions d'euros pour le département. On a bien vu le président qui grognait, mais s'y pliait par réflexe républicain. Donc il va falloir trouver quand même quelques millions d'euros pour passer le cap. Il va falloir trouver quelques millions d'euros. Ça veut dire que les budgets vont être à revoir. On a voté le budget, et heureusement d'ailleurs, on a voté le budget sans la loi de finances, je le rappelle. Et donc on va obligatoirement faire des modifications, des décisions modificatives, forcément. Qui risquent et qui seront cinglantes obligatoirement. Donc on est en train de travailler dessus. On a quand même la chance d'avoir au département quelque chose qui est plutôt bien géré à la base. Un petit trésor de guerre, on va le dire, une épargne qui est assez conséquente. Plus qu'il n'était. Non, plus qu'il n'était. On a très très peu d'avance devant nous. Vous l'avez rappelé, 2000 agents. Donc il faut aussi en tenir compte. Avec le point d'indice qui a augmenté aussi. Avec le point d'indice qui a augmenté. Et on a les bénéficiaires du RSA. Qui sont là, et puis on va avoir de plus en plus, on le sait, de personnes qui vont être en difficulté. Donc il va falloir qu'on réponde présent. Alors, transition toute trouvée, évidemment. Le vieux ressort, on tape souvent dans les collectivités en général sur la culture et le sport quand c'est comme ça. Vous qui avez en charge ces deux dossiers, justement, qu'en est-il? Est-ce que, forcément, il va falloir faire des efforts de ce côté-là? Alors les efforts, il va falloir les faire de ce côté-là, mais pas que. En fait, on essaye quand même d'être présent. Parce que le problème, c'est que, si vous voulez, on a des compétences volontaires, des compétences obligatoires, très bien. La culture ne fait pas partie de nos compétences obligatoires, c'est une compétence volontaire, c'est une compétence partagée et volontaire. Mais si le département n'y va pas, plus personne n'y va non plus. Donc il arrive à un moment donné, et tout comme le sport en fait. Donc comment est-ce qu'on arbitre clairement? Alors on a essayé de... Qui va payer? Les gros, les petits, les moyens, qui va... On essaye surtout, c'est pas une question de petit ou moyen, mais on essaye surtout qu'il y ait toujours cette même possibilité d'accéder au sport et à la culture sur tout le territoire. Donc on a mis des plafonds. Par exemple, sur les centres de diffusion, on a mis des plafonds parce que on n'arrive plus à aller aussi haut. Donc il y en a qui vont déguster un peu plus que d'autres, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. Alors on aurait pu tout arrêter. Il y a des départements qui ont tout arrêté. Nous, on ne l'a pas fait, on a pris le choix de le continuer, et tant mieux. Et voilà, donc on va faire des économies, et puis on va y arriver. On va essayer d'être le plus près possible des associations. Moi, j'en ai reçu quelques-unes, justement, parce qu'on allait baisser leurs subventions. Donc je leur ai expliqué, et puis travailler avec eux peut-être de façon différente, c'est-à-dire de les accompagner peut-être aussi de façon différente. Parce que c'est ça aussi, le département, c'est pas que le petit cochon rose qu'on va voir juste qu'on a besoin d'argent. On peut être là aussi pour plein d'autres choses. On a un matériel scénique qui est à disposition, on a du matériel sportif aussi. Donc on est là aussi. C'est sûr, mais vous savez bien que les subventions, c'est quand même capital, effectivement, pour toutes ces associations-là qui vont forcément se trouver un petit peu interdites par tout cela. On va parler de l'agglo de Saint-Dié, vous qui avez en charge notamment le plan de mobilité en cours d'élaboration. On parle beaucoup de mobilité dans les villes moyennes. Où est-ce qu'on en est? À quoi ça pourrait ressembler? Quelles seront les grandes dispositions qui sont en cours d'écriture? Ce n'est pas encore totalement finalisé. Ah non, c'est pas du tout finalisé encore, au contraire. On est vraiment dessus. On est sur le départ du plan de mobilité simplifié. On travaille avec une agence qui s'appelle Adeus, sur lesquelles on fait des retours justement pour ce plan de mobilité simplifié. Ce que l'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a une volonté très forte de renouer les deux voies vertes. On a deux voies vertes qui sont d'un extrême à l'autre. Celle de la Plaine qui marche très très bien. Tout à fait. Les deux fonctionnent vraiment très très bien. Il y en a une qui est un peu plus connue, mais les deux fonctionnent très très bien. Donc le but, c'est vraiment de relier ces deux voies vertes. Alors on en parle de quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est du moyen terme? Alors non, c'est du long terme, parce que le problème, si vous voulez, c'est que pour relier ces deux voies vertes, vous passez par des terrains qui sont à des privés, à départements, à plein d'autres choses. Donc ça va être, c'est plutôt du long terme. Mais c'est pas grave, il faut quand même le faire. C'est pas parce que c'est du long terme qu'on va pas s'engager dedans. Donc
on y va. Alors quand on parle mobilité, on pense à ces images-là qu'on est en train de voir, effectivement, les transports doux, comme on dit, mais il y a aussi le transport du quotidien, les bus, etc. Comment ça fonctionne chez Alors vous? il y a les bus, il y a Transdev donc, qui a eu le marché, on a une belle fréquentation de bus urbains et interurbains. Et on a vraiment une très belle fréquentation puisqu'on a une augmentation de 8% sur les lignes urbaines et de 4% sur les lignes interurbaines. Et puis on travaille aussi sur le transport à la demande, puisque le transport à la demande sur l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges était par zone. C'est-à-dire que par exemple de Plainfin, vous pouviez aller à Fraise et si vous vouliez descendre à Saint-Dié, il fallait changer de transport, prendre un bus pour aller à Saint-Dié. Donc là, on est en train de travailler sur le fait d'avoir une zone, mais une zone qui vous permette, une zone totale sur l'agglomération et de partout où vous partez, vous pourrez aller rejoindre la ville-centre. C'est une vraie demande et des élus et des habitants. Allez, il nous reste une trentaine de secondes. Question rituelle, Caroline Privat-Mattioli, 2026, des élections. Vous êtes aujourd'hui conseillère municipale à Saint-Dié. Est-ce que vous y retournez? Bruno Toussaint a déjà dit qu'il se réengageait et qu'il repartirait. Vous faites partie de son équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, votre décision est prise? C'est important parce que si vous n'êtes pas conseillère municipale, vous ne pourrez plus être évidemment élu à l'agglo. Mais toujours au département. C'est sûr. Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le temps n'est pas là. Pour Bruno, c'est différent parce que c'est vrai que c'est le maire. Donc c'est important que le maire se positionne. Moi, je trouve qu'il fait un super travail et je le félicite. Ça avait fait suite, je vous coupe, mais ça avait fait suite après les menaces de mort dont il avait été l'objet. Oui, tout à fait. Ouais, non, vraiment, il fait un super boulot. Donc je le félicite et je trouve qu'il est vraiment très bien à sa place. Tout comme le président de l'agglomération qui a aussi dit qu'il repartait en tant que président d'agglomération. Et je suis très fière de travailler avec eux. Mais pour vous, réponse, pas encore maintenant? Dans un an. Vous avez vu tout ce qu'on est en train de faire? J'ai pas eu le temps de dire un dixième de ce que je voulais vous dire. Donc laissez un peu de temps. Très bien, merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci à vous, Caroline Privat-Mattioli, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Jérôme Mathieu, votre collègue au département et à la Chambre d'agriculture également, puisqu'il vient de prendre la présidence de la Chambre d'agriculture Grand Est. On peut le féliciter d'ailleurs. Exactement. Merci à vous, très bonne semaine à toutes et à tous, à très bientôt. Merci.